Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review de l'épisode 6 et 7 de la saison 2 de Doctor Who. En effet, la semaine dernière, comme je vous avais prévenu la semaine d'avant, j'étais à Japan Touch, et non, je n'ai pas croisé Astérion, et du coup, j'ai pas pu enregistrer la vidéo. J'ai vu l'épisode vite fait le soir, mais j'ai pas pu enregistrer de vidéo. Et en plus de ça, le MIP, que certains d'entre vous connaissent peut-être d'une précédente vidéo, a failli perdre un œil cette semaine, donc ça a été un peu compliqué niveau enregistrement, montage et tout ça, donc voilà. J'avoue que j'étais un peu frustré, il y avait quand même pas mal de choses à dire, c'était un épisode intéressant, assez sympa, même s'il y avait quand même pas mal, comme je disais, de choses à dire en bien comme en mal. Mais du coup, j'ai quand même enregistré un truc jeudi soir, il y a quelques jours, pour pas être parasité par les révélations de l'épisode 7. Donc je vous mets ça juste après l'introduction de la vidéo. Si vous voulez, évidemment, j'ai mis aussi un chapitrage pour passer directement à l'épisode 7 si vous préférez, puisque là, justement, on approche vraiment de la conclusion. On est sur la première partie du final, et clairement, il y a énormément de choses très intéressantes, très sympa à dire, sur tout ce qui touche même au lore et tout, donc voilà. Évidemment, avant de commencer, je le redis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours très plaisir. En plus, on est sur un objectif de 5000 avant la fin du mois de juin, donc on y est presque. Un petit like évidemment si la vidéo vous plaît, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, ce que vous inspire cette fin de saison. Merci d'avance, et sur ce, on est parti. I will. I do. I will take you home. That is a promise. Donc, épisode 6, The Interstellar Song Contest, que j'ai trouvé plutôt pas mal dans l'ensemble, avec de bonnes vibes, notamment j'ai par exemple beaucoup aimé l'interprétation du docteur dans cet épisode, où on a enfin un docteur vraiment badass, presque jusqu'au boutiste, imperturbable et drôle en même temps, avec ce côté un peu comme il dit vous avez mis de la glace dans mon cœur, donc on a vraiment une interprétation très froide du docteur, presque guerrier, comme on avait pu avoir assez souvent avec Tennant. Il était excellent Tennant dans cette version du Docteur, ou même avec Matt Smith par exemple dans The 11th Hour, le tout premier épisode. J'adore le final où il se présente en mode très badass, très je suis le gentil docteur, mais il faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Donc j'ai retrouvé cette vibe là. En plus, j'ai bien aimé le fait que ce soit fait à travers plus ou moins les yeux de Belinda, qui connaît pas cette version du docteur et tout ça, donc ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Après pareil, niveau point positif, j'ai par exemple bien apprécié le couple là, Gary et Mike je crois, qui apporte une certaine sensibilité et en même temps une certaine assistance au docteur, même si encore une fois on est très loin de la grande époque de Doctor Who. L'épisode n'était pas non plus extraordinaire, mais je l'ai trouvé quand même plutôt bien écrit. On a même justement sur les trucs tout basiques que j'avais pu reprocher sur les derniers épisodes, même les 2 dernières saisons, c'est que le docteur avait tendance à pas forcément servir à grand chose à chaque fois dans les épisodes. Il était un peu là comme une carte joker, mais pas forcément la cause de régler la situation en gros. Ben là pour le coup c'est le cas, même si il est encore une fois beaucoup assisté par Mike et Gary, qui sont un peu les techs de lui, l'ingénieur, qui imagine les plans et eux ils les exécutent. Donc ça fonctionne pas mal, même le côté aussi un peu docteur qui va même jusqu'à torturer Kid, c'est ça hein, le gamin, les liens qui prend en otage tout le monde, machin, tout ça. Donc on est vraiment sur un docteur qui a eu un changement de paradigme dans son esprit. J'espère que ce sera gardé peut-être pour la suite, justement avec notamment l'épisode prochain qui arrive, qui je pense sera assez intense en termes d'émotion, ou en tout cas en termes d'enjeu. Donc je pense que ça va être pas mal là-dessus. Et évidemment, ce qui m'a beaucoup fait sourire sur cet épisode, ce qui m'a quand même pas mal fait sourire, c'est le concept de l'Eurovision de l'espace. Ça j'avoue, en plus le fait que le timing était parfait, puisque c'est tombé le jour... c'est évidemment fait exprès, pardon, mais le fait que ça tombe le jour de la finale de l'Eurovision réellement, j'ai trouvé ça très drôle. On a même plusieurs références justement à la mythologie de l'Eurovision. Par exemple, ils parlent plusieurs fois en français, que ce soit les présentateurs ou même à la fin le docteur et Belinda qui lui donnent 12 points au docteur et tout. Enfin, j'ai trouvé ça très drôle. On a pareil des références du docteur comme quoi il était présent à notamment une édition de l'Eurovision, et j'ai trouvé ça plutôt très drôle. On a même à la fin le présentateur Rylan qui explique un peu ce qu'est au final le sens de l'Eurovision. Ça j'ai trouvé cool de le rappeler, surtout que ça tombait pas trop mal cette année de le rappeler, parce que effectivement le sens profond de l'Eurovision c'est juste réunir des peuples autour de la fête, de la musique, de la bonne ambiance. Et l'Eurovision n'a jamais été réellement un concours qui se prenait vraiment au sérieux. C'est pour ça qu'il y a certaines chansons que je trouve que
elle colle pas forcément à l'ambiance Eurovision. Hashtag Louane, qui était pas si mauvaise, mais qui, voilà, on était quand même très loin de ce que a pu faire par exemple l'année dernière Slimane, qui n'est pas un artiste que j'apprécie plus que ça, mais la performance était extraordinaire. Bref, parce que oui, je le précise là, mais je regarde de temps en temps, pas forcément tous les ans, mais l'Eurovision depuis à peu près 2008 il me semble, avec notamment Lena Meyer-Landrut. À l'époque j'étais un petit peu en crush sur elle avec son Satellite, pour ceux qui ont la ref, voilà, bref. Et effectivement, donc c'était l'occasion de rappeler le sens du concours cette année, parce que, petite parenthèse par rapport à l'Eurovision, justement la vraie, c'était pas ouf cette année, le niveau était quand même très loin de ce qu'on avait pu avoir certaines autres années. On a évidemment un grand écart au niveau des styles, on a eu des chansons qui collaient très bien à l'ambiance, je trouve, de ce que peut être l'Eurovision, avec ce côté un peu drôle, de aussi présenter sa culture et tout ça, et d'un autre côté des gens qui se prenaient beaucoup trop au sérieux dans des chansons qui étaient pas folles. On a eu évidemment, pour un truc qui se veut apolitique, on a eu au contraire, comme toujours ces dernières années, un show qui était extrêmement politisé. On a même eu des résultats extrêmement politisés, j'en dirai pas plus, mais clairement, pour moi, la deuxième place n'était pas forcément méritée au niveau de la performance, encore une fois. Mais bon, voilà, ça c'est un détail, c'est presque maintenant une obligation dans l'Eurovision, on le sait, c'est pour ça d'ailleurs que la France ne gagnera jamais, parce qu'on nous déteste à l'étranger, surtout depuis 2017. Par exemple, moi j'ai, pour la petite anecdote, Tommy Cash, c'était drôle, c'était très loin du niveau, mais c'était drôle. Mais par exemple, moi c'est les Suédois qui m'ont fait rêver avec leur sauna. C'était très fun, voilà, et je trouvais que ça collait pour le coup très bien avec l'ambiance Eurovision, comme je la vois justement, avec le côté festif, le côté présentation de nos cultures et tout. Et là, en plus, encore une fois, la série, je reviens sur Doctor Who, a clairement collé avec le niveau de cette année, même encore moins, même encore en deçà, je dirais, puisque les deux performances qu'on aperçoit, je parle pas encore de la performance finale de l'épisode, mais les deux performances qu'on voit, c'était vraiment mauvais, quoi. C'était même le ChatGPT, pour le coup, je prends souvent l'exemple, mais même le ChatGPT aurait peut-être écrit des chansons un peu plus sympas pour l'Eurovision, parce qu'entre une qui parle de son astroport et machin, et l'autre qui parle de ses grands pieds, au bout d'un moment il faudrait quand même élever un peu le niveau. J'espère qu'en d'ici 2900 et des brouettes, on sera sur des enjeux un peu plus intéressants pour ce qui est de l'Eurovision, ou peut-être on en sera World Vision Song Contest d'ici là, ce qui serait pas forcément plus mal, même si l'émission durerait 6 heures. Et donc à ce niveau-là, il y avait du bon et du moins bon, comme je disais, donc les chansons, les performances scéniques, c'était pas du tout ça, mais en même temps, ils avaient peut-être pas forcément envie de mettre les moyens. Quand on sait le prix d'un seul show d'Eurovision, la série avait pas les moyens de faire ça, mais bon, voilà, c'est qu'un détail. Par contre, j'ai trouvé très drôle, par exemple, le retour de Ryland Clark qui sort de cryogénie, avec vraiment ce côté, genre on a recyclé le présentateur du coup de notre époque, hein, qui est contemporain à notre époque aujourd'hui, et qui en gros aurait passé de 900 ans, un peu moins peut-être, en cryogénie, on le sort de sa boîte juste quand il y a besoin de lui pour son sourire ultra bright et sa gueule d'ange, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez drôle. On a aussi ce côté un peu hypocrisie et faux semblant de la télévision, quand il sait pas de qui il parle, il sait même pas qui sont les candidats, mais il a son prompteur et du coup il est là, oh elle est géniale, nanani. Bon voilà, il y a ce côté que j'ai trouvé assez sympa, voilà, au niveau de la narration. Ça passe mine de rien assez vite, puisque très vite on a le twist avec donc les aliens qui font leur tentative d'homicide de masse, et plus 6 affinités. Donc on a une scène qui est d'ailleurs qui a marché plutôt pas mal, j'ai trouvé assez sympa en termes de réalisation, en termes de CGI et tout ça, quand tout le monde est aspiré dans l'espace, tout ça. On a évidemment, donc comme je disais au tout début, le docteur qui réussit à trafiquer la situation pour sauver un peu tout le monde. Donc ça c'est cool, ça marche bien, même si à ce niveau-là j'ai trouvé ça à l'inverse du côté très dark du docteur qui a pu ressortir à ce moment-là. On a encore eu, et je suis désolé, je le redis, je sais que vous êtes plusieurs à pas être d'accord, mais on a encore eu ce côté très égoïste de Belinda. Ok, elle est pas vraiment une aventurière, c'est pas son époque, machin et tout, sauf que ça dure à peine 1 minute 30, où elle s'inquiète pour le docteur, elle vient de voir 100 000 personnes balancées dans l'espace, mourir, elle pense que le docteur est mort aussi, et très vite, déjà elle s'énerve. Bon, après ça peut être compréhensible, l'émotion, tout ça, puis vraiment, elle est perdue, elle sait pas où elle est dans le futur, elle est dans l'espace, ok. Sauf que très vite, elle en revient à moi. Donc au bout d'un moment, c'est bon.
on a compris, tu veux rentrer à la maison, ça fait 6 épisodes que tu nous le dis. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu maladroit dans la construction du personnage, parce que justement je commençais enfin à l'apprécier pour son empathie, qui est toujours présente certes, mais elle peut pas s'empêcher de ramener tout à elle toujours. Je n'ai pas l'épisode en détail, mais je sais que c'est déjà arrivé avec d'autres compagnes notamment Rose, qui à un moment s'inquiète aussi de plus revoir sa famille et tout. Sauf que ça vient après les inquiétudes qu'elle peut avoir pour le docteur, surtout après les inquiétudes qu'elle peut avoir pour les gens en face d'elle. Et après, oui, elle s'inquiète de plus revoir Jackie, de plus machin. Donc, je trouve qu'il y a quand même un peu cet égoïsme latent, mais en même temps ça correspond aussi avec les préoccupations de notre génération, enfin de cette génération plutôt, parce qu'elle est quand même plus jeune que moi. Je vais pas me rajeunir ici, mais voilà. Et donc ensuite, je termine comme ça avec l'histoire, tout ce qui touche à l'Eurovision, au moins on va pouvoir avancer, parce que j'essaye vraiment de faire une partie assez courte, puisque ce sera intégré je pense à la vidéo de l'épisode qui sort samedi. On a donc en grand final, qui moi j'ai trouvé ça pas ouf en termes d'émotion, mais c'était la volonté de créer de l'émotion. C'est la chanson justement finale de la chanteuse qui était donc la favorite du concours, qui chante une chanson en élien, sa langue natale, donc elle révèle aussi sa généalogie, ce qui était assez cramé la première fois qu'elle fait une réflexion sur le fait que c'est beaucoup de clichés sur les éliens et qu'en vérité c'est pas la vérité. Donc là ça fonctionnait plutôt pas mal, même si c'était assez évident. Mais par contre, c'est vrai que le côté chanson chantée en yaourt où on comprend pas ce qu'elle dit et tout, j'ai à la fois compris le côté aucun mot réellement ne pourrait traduire l'émotion que cette chanson veut transmettre, à savoir un message qui devrait en tout cas être universel, mais en même temps on a quand même dans le lore quelque chose qui aurait dû nous donner accès à la traduction de cette chanson, à savoir la matrice de traduction du TARDIS, tout simplement, vu qu'on voit ça notamment en partie au moins à travers les yeux de Belinda et du docteur, surtout que le docteur a même pas besoin de la matrice en plus. On aurait dû peut-être avoir ne serait-ce que des sous-titres, peut-être pas la traduire, mais peut-être avoir des sous-titres ou des petits morceaux. Par exemple, quand on est sur Belinda, on a une petite phrase qui apparaît avec un petit message de paix, d'amour, j'en sais rien. Mais voilà, donc j'ai trouvé qu'au niveau du lore, ça se contredisait un petit peu. C'est un peu dommage parce que par exemple, dans l'épisode Rings of Akaten, je crois que c'est le nom de l'épisode, mais en tout cas c'est le nom de la chanson est traduite. Donc pourquoi à l'époque elle était traduite à Akaden et là elle ne l'est plus. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, après c'est encore une fois du détail de fan hardcore, fanzous de Doctor Who, mais bon voilà. Sinon, pour revenir avec l'intrigue, le côté corporation, le côté évidemment encore colonisation, ça c'est quand même un truc assez récurrent malheureusement depuis quelques épisodes, même si effectivement je trouve que c'est à chaque fois toujours débile de montrer des gens qui veulent venger un génocide par un génocide encore pire. Heureusement il n'y arrive pas, en même temps c'est aussi quelque chose d'assez ouf, donc ça provoque aussi la colère monstrueuse du docteur, tout ça. Donc on a évidemment ce côté anti-corporation qui fonctionne puisque ça reste malgré tout possiblement un enjeu d'ici là. On a donc lié à tout ça évidemment ce côté un peu woke qui fait son retour dans la série depuis quelques épisodes, alors que pour le coup je trouvais que les premiers, par exemple comme je l'avais dit, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé le retour sur Midnight, même l'épisode dans le passé avec Lux. Il y avait des trucs intéressants, on n'était pas dans le pathos idéologique et tout, et là on y revient je trouve malheureusement un petit peu, mais bon je vais pas relancer la polémique il y a 2 semaines. Et on a même droit en scred comme ça, c'est glissé en soum soum, un petit she-her là, un petit pronom, donc bon, voilà. Mais dans l'ensemble, l'épisode fonctionnait quand même pas trop mal au niveau de son twist, son plot. Et surtout, ce qui était très drôle, c'est qu'on a quand même énormément de références à notre culture actuelle. À travers le docteur, on a notamment les chansons de l'Eurovision, mais on a même, par exemple, il parle par rapport au gars qui est en hologramme, je me rappelle plus son nom, le docteur qui parle de la Gay Pride à Brighton, tout ça. Et pour le coup, pour la petite anecdote, j'ai fait la Pride à Brighton en 2009, donc c'était pas la même année que le docteur, on s'est pas croisés, mais effectivement c'est quand même un truc assez exceptionnel. Je crois qu'à l'époque c'était considéré comme une des plus grandes d'Europe ou quelque chose comme ça, et effectivement c'était une après-midi assez folle, donc tout en étant évidemment pas du tout dans ce qui peut se faire aujourd'hui en termes de propagande et compagnie. On était vraiment juste sur la fête, l'amour, l'acceptation, le respect. Bref, petite parenthèse encore une fois fermée. Mais donc oui, par rapport aux éliens, on a notamment le retour du concept de l'onde delta, la delta wave, qu'on avait déjà vu
dans des épisodes précédents, donc ça permet encore une fois de parler toujours aux fans de la première heure entre guillemets ou de la deuxième, sans forcément avoir besoin d'expliquer plus que ça ce que c'est, et en même temps les nouveaux venus, ils acceptent le fait que cette onde machin, elle va tuer plein de gens, parce que le docteur le dit, donc c'est vrai. Donc ça fonctionne plutôt pas mal, j'ai bien aimé ce côté-là, même si encore une fois le plan est quand même assez hardcore, j'ai pas d'autres mots, voilà. Mais ça met quand même l'accent sur un concept qui est pour le coup intéressant, à savoir tout ce qui est des informations des médias, la politique qui a pu changer l'histoire de ce peuple-là, avec notamment la colonisation et l'extermination de ce peuple pour prendre des trucs pour faire du miel. Là pareil, ils sont allés je pense dans un truc absolument ridicule, à savoir donner du goût au miel. Surtout qu'en 2000, on est déjà capable de le faire aujourd'hui, donc en 2900 je pense que ce sera le cas, on sera capable de copier un arôme et de le fabriquer synthétiquement, comme avec la vanille, que ça existe déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était sympa de montrer un truc absurde, comme le dit Belinda, genre pour du miel quoi, mais en même temps ça a coûté la vie de toute une planète, de tout un peuple, de tout un écosystème, et en plus ça a été caché par la politique, par les médias, par donc cette énorme corporation, tout ça, donc j'ai trouvé que la thématique fonctionnait pas mal, même si on aurait pu éviter quelques facilités en termes de pathos. Et donc très rapidement je vais terminer par rapport à quand même le gros de l'épisode, en tout cas la grosse surprise entre guillemets de l'épisode, parce que qui n'en est pas vraiment une, puisque déjà il y en avait qui me l'avaient plus ou moins soufflé dans les commentaires, et effectivement si on commence à regarder ne serait-ce que la chaîne YouTube Doctor Who avec leur communication, juste avant que la saison commence, ils nous ont sorti un medley de je crois 20 ou 30 minutes sur la Rani. Donc, genre spoiler, ils se sont auto-spoilés, c'était un peu nul, et moi je voulais pas trop y croire jusqu'à ce que ça arrive. Mais voilà, donc on a Madame Flood, qui était présente évidemment au concert, et qui se bigénère. Donc là, encore une fois, j'ai un peu soufflé, je me suis demandé si vraiment RTD n'avait plus d'idées, ou si vraiment il y a un sens profond à cette bigénération qu'on apprendra encore un peu plus tard et tout, parce que là ça fait déjà plusieurs épisodes où il ressort des vieux concepts, ou en tout cas il fait des liens avec des vieux épisodes, et là vraiment on a ce côté, encore une fois, la bigénération, même si ça marche très très bien, en tout cas graphiquement ça marche très très bien, le coup du manteau là qui change de porteuse et tout, c'est des petits détails mais j'ai bien aimé, ça fonctionnait bien. Mais voilà, on en revient à un twist qui je trouve est un peu décevant. Madame Flood, ça fait 2 saisons qu'on se casse la tête dessus à essayer de comprendre qui elle est. Certains pensaient que c'était le maître, heureusement c'est pas ça, j'avoue que là pour le coup j'aurais vraiment été déçu. Finalement c'est la Rani, pourquoi pas, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire évidemment, même si ça a l'air intéressant, mais cette Madame Flood là, elle a perdu 1 milliard de points de charisme avec ce finish, c'est un peu dommage. Puisque on a donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours cette ambiguïté concernant Madame Flood spécifiquement sur est-ce qu'elle est une antagoniste ou pas, parce que par exemple elle dit qu'elle est contente que le docteur soit en sécurité, machin et tout, sauf que juste après elle a l'air de valider le plan de la Rani qui est de créer la terreur chez le docteur, machin et tout. Mais on avait une Madame Flood qui était mystérieuse, charismatique, emblématique presque maintenant devenue de la série. Et là, elle est oui madame, merci madame, bonjour madame. Voilà, elle devient une espèce de paillasson qui se fait marcher dessus par la Rani, comme l'autre le dit. Madame Flood est une Rani, mais moi je suis la Rani, donc ça pourquoi pas, ça peut être sympa aussi de montrer une espèce de hiérarchisation. Ça permettrait aussi peut-être de mieux comprendre la relation entre le 14e et le 15e docteur, lequel entre guillemets est le vrai, lequel n'est qu'une copie. Donc là, d'après ce qui est dit, ce serait plutôt Tennant qui serait donc le 14e, qui serait en fait une espèce de réminiscence du docteur, mais qui ne serait plus vraiment le docteur. Donc jusque-là, ça collerait plus ou moins avec ce que la série nous a montré. Mais je trouve ça un peu dommage en fait d'avoir cassé le mythe aussi vite. C'est un peu comme à l'époque de la première saison où on avait ce panthéon qui semblait monstrueusement monstrueux et tout, et puis pouf, c'est Sutekh qui redébarque et qui se fait tuer avec va coucouche panier à la niche avec la laisse dans le vortex du temps. Donc voilà, j'espère que l'épisode prochain, pour le coup, je pense, j'en doute pas qu'il sera pas mal au niveau de l'intrigue qui va tourner autour des Rani, même si je doute que ce soit vraiment elles les grandes méchantes, et notamment celles qui vont causer la destruction de la Terre. Pour le coup, je me dis qu'elles pourront au contraire aider le docteur à empêcher ça pour après arriver à leur aboutissement à elles de leur plan machiavélique, en tout cas en partie, et peut-être qu'il y aura même une trahison entre les deux, mais bon, je vais pas m'étaler dessus puisque je vais en parler forcément dans la critique, la review de l'épisode prochain, donc voilà, je vais avancer rapidement. Et donc je terminerai aussi
aussi par un petit mystère. Pour le coup, le mystère de Madame Flood a été élucidé, mais on a un nouveau petit mystère qui, pour le coup, sera celui-là, je pense, très vite répondu. C'est par rapport aux visions qu'a le docteur, des visions de sa fille, de sa petite fille, pardon. Donc, déjà, c'est cool de revoir le personnage revenir. L'actrice, surtout, qui a bien vieilli, mais voilà, je pense que ça va être très sympa de la revoir. Il risque d'y avoir beaucoup d'émotions aussi à ce niveau-là. En même temps, il en avait déjà parlé dans la saison précédente, quand ils étaient dans le passé avec Ruby. Il lui dit à quelques rues de là, par ici, vit ma petite fille. Donc c'est cool de boucler aussi un peu ce truc-là. Mais voilà, il y a encore un nouveau petit mystère de comment, pourquoi, quel est le lien. Après, sa petite fille, elle a effectivement peut-être quelque chose à voir avec ce qui va se passer dans les épisodes, dans les 2 derniers épisodes qui restent de la saison. Donc je trouve ça intéressant, même si encore une fois l'épisode n'était pas extraordinairement extraordinaire. Il y avait de très bonnes idées, il y avait des trucs un peu moins sympas, un peu de retour d'idéologie à la Disney et compagnie que j'avais espéré voir édulcorer en tout cas pour cette saison, et là malheureusement sur la fin il n'a pas pu s'empêcher, je crois, ou peut-être que Disney n'a pas pu s'empêcher, mais dans tous les cas quelqu'un n'a pas pu s'en empêcher parce que c'est pas tombé du ciel comme ça non plus. Donc voilà, j'ai fait rapidement le tour et on se retrouve du coup tout de suite, à savoir dans 2 jours pour moi, pour la review de l'épisode 7. Donc un épisode 7 qui s'appelle Wish World, donc le monde du souhait, qui annonce un final qui je pense sera assez extraordinaire, et surtout un épisode plutôt très intéressant. On a notamment le retour de Ruby Sunday, tout ça. Rapidement je vais commencer par vraiment le côté technique qui m'a plutôt marqué dans cet épisode. Bon, on a une petite intro en Bavière en 1865, un peu à la Chaperon Rouge, plutôt anecdotique, mais par contre après on arrive dans un univers très sympa, très coloré, très pop même, très années 70, avec même les petites télés, tout ça, qui fonctionnent vraiment pas mal. La mise en scène, le montage, je l'ai trouvé assez intéressant, notamment par rapport à tout ce qui touche à ces petits bugs un peu de la matrice, tout ça. Et on a aussi, comme d'hab, hein, depuis notamment la nouvelle version de la série, des CGI, des effets spéciaux de très bonne qualité, surtout sur le final de l'épisode. Après, bon, il y en a 2-3 fonds verts qui passent, mais qui sont pas extraordinaires non plus. Mais en même temps, c'est la petite réflexion que je me suis fait au moment notamment où on voit la Rani sur son espèce de scooter du ciel là, que en fait on regarde pas Doctor Who pour les effets spéciaux. Au contraire, moi j'ai presque plus une nostalgie, et je sais que je suis pas le seul, pour la période où les effets spéciaux étaient faits de carton et de papier mâché, et vraiment très rudimentaires, mais voilà, tout était dans l'écriture, ce qui malheureusement est pas forcément le cas toujours dans ces nouvelles saisons. Et on a même aussi une réutilisation, il me semble, hein, en tout cas ça avait l'air de vraiment beaucoup y ressembler. La rue notamment où le docteur habite avec Mel à côté et tout ça, j'ai l'impression que c'était le même studio que là où ils ont fait l'extérieur de chez Donna dans l'épisode des 60 ans, machin. Il faudrait que je vérifie, mais j'ai eu un peu cette vibe que c'était la même fausse rue. Bref. Et donc, l'épisode commence avec la Rani en mode petit chaperon rouge sur un cheval qui va en Bavière en 1865 récupérer le 7e fils du 7e fils d'un 7e fils. Donc là, on est carrément sur une 3e génération de 7e fils. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu cette mythologie, notamment avec... il y a eu une série, je crois, qui s'appelait comme ça, mais surtout des bouquins comme l'épouvanteur, l'apprenti de l'épouvanteur, un truc comme ça, qui parlait notamment très bien de cette mythologie du 7e fils, de 7e fils, à savoir une personne très chanceuse avec potentiellement des pouvoirs mystiques et tout ça. Donc très intéressant comme plot, même si ça va pas plus loin que ça, puisqu'au final ça nous révèle juste l'existence de ce bébé qui exauce des vœux. Et en plus, ça donne carrément même des super pouvoirs à la Rani, juste en lui faisant un bisou sur le front, elle arrive à transformer des gens, machin, tout ça, donc c'est très sympa. On a même un peu plus tard dans l'épisode la révélation comme quoi ce bébé ne pleure jamais, mais à l'inverse il rit, et quand il rit, il fait le bruit qui a été à la base assigné aux Gigglers, et ensuite surtout aux Harbingers, notamment dans cette saison 2, donc on se dit direct, ah, cool, le Panthéon va revenir sur le devant de la scène. C'est en même temps, c'était, je pense, l'objectif aussi de ces 2 saisons, de nous amener jusqu'ici. Et pour le coup, ce sera peut-être pas forcément une conclusion, mais en tout cas, c'est un aboutissement de l'intrigue que je trouve assez intéressant. Sauf que là, carrément, ce bébé n'est pas juste un Harbinger, c'est carrément un dieu qui est venu au monde, apparemment, d'après les dires de la Rani, à cause ou grâce au docteur, parce qu'il a justement mis un peu le dawa dans le panthéon de ces divinités primordiales, et donc il y en a une nouvelle qui est apparue pour un peu contrebalancer les actions du docteur avec du coup de très grands pouvoirs. Et son nom ce serait Desidorium, un truc comme ça, Desidorium, donc voilà, le dieu des souhaits. Donc clairement on est sur du très très haut niveau
de divinité et de pouvoir, ce sera peut-être plus compliqué. Bon, après, ça reste un bébé, donc on va pas forcément voir le docteur éliminer un bébé. Mais je pense que si un jour il réapparaît, adulte justement, il y a moyen que ce soit un ennemi sacrément puissant. Et donc, au niveau de l'intrigue réelle de cet épisode, en fait, le bébé va servir dans notre époque, en 2025, donc on est le 23 mai 2025, donc vraiment la veille, hier, on est hier avant la destruction du monde. Heureusement, le monde n'a pas été détruit si vous regardez cette vidéo, donc tout va bien. Le bébé, en gros, aurait servi à créer un espèce de monde un peu utopique, la matrice, quoi, comme j'aime l'appeler, où justement tout serait assez contrôlé, donc ce monde un peu pop, un peu années 70, dans lequel le docteur se retrouve marié à Belinda, avec un enfant. On reviendra sur l'histoire de l'enfant parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et je pense même que vous serez très utile en termes de théorie, tout ça, parce que c'est très flou encore pour moi. Mais en gros, voilà, on se retrouve dans un monde où le docteur n'est plus le docteur, il s'appelle John Smith. Voilà, donc on retrouve son alias de toujours, ça c'est cool. Et il est marié donc avec Belinda et il travaille à Unit, qui là n'est plus un truc de défense de la Terre, mais un truc d'assurance, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc toujours avec Kate, machin, on a même, j'en avais parlé justement dans l'épisode où on voyait Unit avec Ruby et Conrad, où on voyait le sergent, le lieutenant, je sais plus, qui était plus ou moins en train de flirter avec Kate. L'intrigue est toujours là, donc ça c'est cool. Et donc ce monde serait en réalité créé et contrôlé par Conrad, qui donc a fait le souhait de créer ce monde. Et il se trouve que déjà là il y a une énorme ironie au niveau du personnage de Conrad, que je trouve très intéressante évidemment, c'est le fait que lui qui se battait soi-disant pour la vérité, la liberté, tout ci tout ça, au final, hypocrisie, on n'est même pas surpris, on l'avait déjà vu dans l'épisode qui parlait de lui justement, où il devenait aussi totalitaire, même plus que ceux qui combattaient. Et là, carrément, il devient l'instrument de la manipulation mentale, de l'objectification des masses, de la propagande de son monde qu'il a créé. En plus, après, on apprend justement que c'est lui qui l'a créé, donc on se demande vraiment à quoi il est fini, parce qu'il a vraiment créé un monde un peu bidon. Ça y est, tu passes en mode MIP maléfique là. Donc oui, on le voit dans cette petite télé à parler H24 aux gens, à délivrer la bonne parole, même la météo qui va bien partout. Donc il a créé un monde où il fait beau tout le temps, super génial. Sauf que même lui, après, il admet qu'il dit que la météo est bonne, mais il y a des pays comme, je crois que c'est l'Afrique du Sud, qui se fait ensevelir sous les eaux. Et ce qui est très fun aussi le concernant, en plus de cette histoire de météo et tout, c'est qu'il nous raconte l'histoire du docteur et de la Rani. Et ce qui est fun, c'est que le bouquin qui montre plusieurs fois à l'écran Doctor Who, c'est la même édition que les films Harry Potter, enfin les livres pardon, Harry Potter en version originale évidemment. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, je trouve assez sympa. Je sais pas si c'est le seul bouquin de cet éditeur qui ressemble à ça, mais en tout cas c'était assez fun de voir un petit clin d'œil. En tout cas, je l'ai pris comme tel. Donc voilà. Mais surtout, j'ai vraiment beaucoup aimé cette ironie du fait que voilà, il est l'outil du totalitarisme qu'il a créé en plus, donc là ça rajoute encore une couche, alors qu'il se voulait être le défenseur des libertés, du droit, de la paix, de tout ce que vous voulez. Donc encore une fois, ceux qui le veulent peuvent faire une analogie avec le réel, mais voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, même le fait que ce soit lui qui soit en charge du bébé, j'ai trouvé que ça apportait encore une fois un petit plus à l'importance de ce personnage qui, au début, j'avoue, quand il était juste dans sa télé, on se disait bon, il est manipulé lui aussi, alors qu'en fait apparemment pas. Et ce qui est très intéressant aussi en parallèle de Conrad, c'est qu'on voit donc le retour de Ruby notamment, et on voit qu'elle doute. Elle semble se souvenir plus ou moins du docteur, elle va même après s'allier, bon, pour aucun intérêt au niveau de la narration à ce niveau-là. Peut-être que ça servira plus tard, même si ils ont laissé entendre qu'elle se prenait un immeuble sur la tête. Donc je suis pas convaincu qu'on reprendra leur intrigue à cet endroit-là précisément. Mais bon, dans tous les cas, elle est de retour, ça fait plaisir. C'est vrai qu'elle était un petit peu peut-être trop absente dans cette saison. Et là, on voit aussi quand même une importance dans sa nature, à savoir qu'elle se rappelle. Contrairement à d'autres gens qui se rappellent pas, comme Belinda par exemple, ou même le docteur, elle semble avoir encore quelques souvenirs, notamment justement liés à Conrad. Elle sent un feeling, elle sait que c'est un enfoiré, un monstre. Elle sent que voilà, si elle le rencontre, moi je m'attendais à ce que justement elle réussisse à rentrer et que peut-être ce soit elle qui s'empare du bébé et que voilà. Peut-être que c'est ce qui arrivera, on verra. Et évidemment, elle a surtout servi, je trouve, dans cet épisode, encore une fois.
On a des incursions de bien-pensance dans cet épisode. On avait déjà eu notamment le personnage de Shirley qui est en fauteuil roulant. Il y en avait qui avaient râlé, d'autres pas. Elle était sympa, elle était intéressante. Elle avait en tout cas son utilité dans l'histoire, donc moi j'avais pas eu forcément de soucis avec elle. Sauf que là, on tombe un petit peu dans le pathos de tous les gens atteints de handicap. Il y a plusieurs formes de handicap, hein. Il y a une sourde, muette apparemment, il y a un aveugle, il y a plusieurs personnes en fauteuil roulant, ok. Sauf que évidemment, eux, ce sont les super-héros de ce monde, ils ont le pouvoir de voir au travers de l'illusion et tout, donc encore une fois, pourquoi pas, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire d'en faire des caisses? Même Ruby le dit à un moment, elle dit un truc du genre lâche-moi la grappe, quand l'autre il lui fait une réflexion en mode oui, parce que les aveugles voient avec leurs oreilles ou j'en sais rien. Voilà, même elle est saoulée, donc comprenez que des fois je puisse aussi, et que je pense encore une fois ne pas être le seul, qu'on puisse trouver ça un peu lourdingue de mettre des trucs là, surtout qu'encore une fois ça n'a pas vraiment d'aboutissement, juste pour lui montrer une tablette et pour lui dire ah on est au courant, ok super, mais vous êtes pris un immeuble sur la tronche, donc au bout d'un moment, quel était réellement l'intérêt, si ce n'est entre Shirley et Ruby évidemment, pour faire avancer un petit peu l'intrigue par rapport à ce monde fictif. Et tant que je suis sur ce monde fictif, on se rend compte, comme je disais, de j'ai pas de mot qui existe, mais on va dire le déglingage mental, cérébral de Conrad, puisqu'il a carrément créé un monde dans lequel l'homosexualité n'est pas interdite, mais elle est carrément inconcevable. Donc ça c'est trop drôle, genre un homme ne peut pas faire un compliment sur le physique d'un autre homme. Il en est à ce niveau-là, donc je pense que effectivement, au-delà de la prison, il mérite une bonne thérapie, qui je suis pas sûr qu'elle aura un effet sur un esprit aussi tordu, mais dans tous les cas, il mérite je pense une bonne thérapie, pour avoir créé ce monde vraiment déglingué, et puis surtout qui trahit une personnalité absolument absurde. Pas seulement xénophobe ou ce que vous voulez, mais vraiment absurde. Évidemment, on a mis l'emphase sur ce personnage qui est déjà connu comme étant un monstre totalitaire, nani nana, et en plus là on lui rajoute un petit côté homophobe, comme ça la boucle est bouclée, tout le monde est content. Après moi j'ai bien aimé justement le coup des mugs. Tout le monde, je pense, a deviné ce qui se passait avec l'histoire des tasses qui passaient au travers de la table et tout. C'est intéressant, ça montre un léger bug comme on pouvait avoir justement, je reprends encore mon analogie avec la Matrice, mais dans Matrix, notamment le premier, où on a l'histoire du chat qui passe 2 fois. Voilà, c'est des petits bugs en gros qui peuvent pas être gérés au sens global par que ce soit des Idorium ou même par Conrad, parce que c'est des détails insignifiants, mais qui trahissent un certain côté factice à ce monde. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant, surtout quand le docteur il se met à comprendre et tout avec ses tasses, machin, il est assez drôle, il passe en mode un peu fou, et c'est aussi ce qu'on aime chez le docteur, c'est vraiment son côté un peu bipolaire. On a même le retour, allez savoir pourquoi, est-ce que justement le fait que la réalité ait été déchirée, ça va permettre son retour définitif plus ou moins dans notre réalité ou pas, mais ça y est, j'ai bugué, j'ai oublié son nom. Rogue, enfin le flirt du docteur dans la saison précédente, on a son retour et il est ému de revoir le docteur, donc ça c'est sympa. Et surtout le docteur a un peu cette sensation de le connaître, ou en tout cas il lui fait assez confiance assez vite, et il lui dit les tables ne sont pas censées faire ça. Ça j'ai trouvé ça très drôle, plutôt que de dire les mugs ne sont pas censés tomber, ou les trucs, non c'est les tables. Comme ça il lui laisse quand même un petit cheminement de pensée à faire au docteur, donc ça c'est toujours assez drôle dans les trucs un peu énigmatiques qu'il peut y avoir dans Doctor Who. On essaye toujours de passer un petit peu par des chemins alambiqués, même si celui-ci ne l'est pas énormément non plus, mais ça prouve aussi que c'est le souci vient des tables et pas forcément des mugs, même si on comprend pas, même si on comprend en vérité pourquoi il y a autant de mugs dans les placards, et notamment dans la poubelle de Mel qui est la voisine du docteur, sa poubelle est remplie que de mugs, donc à croire qu'ils font que boire du café, qu'ils ne se nourrissent même pas. Et pour finir là-dessus sur ce petit monde un peu étrange, on a l'apparition donc d'un enfant, Poppy, qui serait la fille du docteur et de Belinda. Et c'était assez intéressant, même si bon, c'est aussi un moyen de créer un ancrage au docteur, puisqu'on comprend même quand Belinda cherche à savoir comment elle est née et tout ça, qu'elle n'a pas forcément une existence chronologique, on va dire, propre. Elle a été créée pour une fonction, mais en même temps, on sent que elle, pour le coup, elle n'est pas du tout dans l'acceptation de ce monde. Puisqu'à chaque fois qu'on lui dit ouais demain ça va être un grand jour et tout machin, elle dit non. On a déjà ce petit côté un petit peu la vérité sort de la bouche des enfants, ça aurait pu être juste un accident le fait qu'elle dise non machin, sauf qu'elle le dit quand même plusieurs fois, ce qui laisse entendre qu'elle a un certain doute, pour reprendre les termes de l'épisode, un peu inné. Donc voilà, et en plus c'est là où je vois pas trop encore où ils veulent en venir. En même temps, comme d'habitude, ça fait une demi-heure que j'ai vu l'épisode. Je vois pas trop où il va en venir quand il dit à la fin Poppy existe, Poppy est ma fille, enfin j'ai une fille, Poppy existe.
tu comprends ce que ça veut dire. Bah moi non, en tout cas la Rani probablement, mais pas moi. Ou en tout cas j'ai des intuitions, on va dire, très vagues, mais je vois pas forcément... Parce qu'en plus, on a eu aussi, vite fait, une réapparition de cette vision qu'il a eue dans l'épisode précédent avec sa petite fille. Donc, est-ce que ça aurait un lien avec ça, par rapport, j'en sais rien, un lien du sang, quelque chose comme ça C'est encore un peu flou, je veux pas m'avancer non plus trop au niveau des théories, j'en ai une autre qui me semble plus intéressante à traiter. Rapidement aussi, là malheureusement j'ai encore une fois été un petit peu déçu, j'en ai vite fait parler dans l'épisode précédent, mais je voulais garder ça pour cet épisode, et au final il n'y a pas grand chose de plus je trouve à dire, c'est concernant les Rani. J'avais été déjà un petit peu déçu du côté bigénération, même si pourquoi pas, ça peut être intéressant, surtout que ça a l'air de vouloir amener à quelque chose de sympa, surtout avec l'opposition entre Mrs. Flood et donc la Rani, la vraie, apparemment, hein, c'est ce qu'elle a dit. Mais j'ai trouvé un peu dommage en fait de démystifier, comme je disais juste avant, de démystifier en fait le personnage de Mrs. Flood aussi vite et d'en faire un peu une soumise à ce point-là. On a notamment la scène là où elles sont sur le balcon, où on voit que la Rani a elle aussi un truc sonique, mais ça a l'air d'être plus une sonde sonique qu'un tournevis, presque une seringue sonique, mais voilà, et elle discute, et elle a l'air d'être un peu maternelle par rapport à l'autre Rani qui est plus jeune qu'elle, elle parle un peu d'accouchement plus ou moins, et l'autre trouve ça dégueulasse et tout, elle la rembarre tout le temps, elle lui donne des ordres, même elle au début elle s'en plaint du fait qu'elle a toujours obligée d'obéir à des ordres, elle l'appelle madame et tout. J'ai trouvé ça un peu dommage, mais en même temps j'imagine que ça va amener à une trahison. Peut-être qu'elle va en avoir marre de se faire marcher dessus et que du coup elle va trahir l'autre Rani. Peut-être que c'est elle-même qui va sauver le docteur. C'est ce que je disais plus ou moins dans l'épisode précédent aussi. J'ai pas la sensation que Mrs. Flood sera réellement une antagoniste, même si là elle a l'air de quand même jubiler sur la destruction, tout ça, la libération de ce grand ennemi qu'on attendait tant et tout ça. Mais ça a l'air quand même d'être la Rani jeune, qui est quand même la vraie antagoniste de cette saison et de ces épisodes. Donc je pense que ça va amener à quelque chose de plutôt intéressant et de plutôt sympa au niveau de cette interaction entre les deux Rani. Mais on n'a pas non plus une caractérisation ou même un détail, un développement ouf de ces personnages. J'imagine que ça arrivera plus tard maintenant qu'elles ont atteint leur objectif. Mais j'ai trouvé ça peut-être un peu, oui, effectivement, dommage de ne pas montrer ce côté... si implacable, si monolithique de la Rani. Ce qu'on pouvait montrer justement avec le maître ou même la maîtresse. Par exemple, quand d'un coup il se mettait à danser en plein massacre, ou voilà, il se réjouissait de trucs hyper dark et tout ça, et ça donnait un côté à la fois complètement cinglé au personnage, mais en même temps très inébranlable. Puisque on voyait clairement pas comment ce personnage allait pouvoir douter, changer d'avis, ce genre de choses qu'il n'a quasiment jamais fait, ou alors pour son propre intérêt. Mais ça a amené à un côté très iconique du personnage. Et là j'ai trouvé que c'était un peu dommage, surtout que comme je le dis, là on sent quand même qu'il y a une certaine... Il y a plusieurs degrés de différence entre la Rani et Mrs. Flood. Donc sur ça, un petit peu encore sur ma faim. J'espère que évidemment le prochain épisode, le final, sera à la hauteur à ce niveau-là. Il y a en même temps tellement de choses, je pense, qui méritent de se passer dans l'épisode final que c'est pas sûr non plus à 100% qu'on ait vraiment enfin un vrai développement de ce personnage qui avait été, pareil, à peine survolé à l'époque. Dans les 2 épisodes, 3... Ouais, 2 épisodes plus un spécial, je crois, où elle était apparue. Mais en gros, on a enfin la réponse de ce qu'elle voulait, de pourquoi le Vindicateur. Alors là, pareil, c'est encore juste pour créer une espèce de MacGuffin de fil rouge sur la saison, parce que le Vindicateur a été créé pour retrouver la date et le lieu de la Terre qui avait été détruite. Et en même temps, ça sert à générer l'énergie qui permet de contrôler plus ou moins le vœu, et en même temps de créer cette histoire de ce monde en fait fictif qui, en étant détruit, va créer une faille dans l'espace-temps, dans la réalité, tout ça. Et surtout, encore une fois, un thème que j'ai trouvé intéressant avant d'arriver au grand final de l'épisode, c'est cette histoire de doute, justement, puisque tout l'enjeu en fait de l'épisode, de la Rani, c'est de créer ce monde fictif et de faire en sorte que le docteur doute. Donc ça déjà, ça pose aussi un doute au début, on se dit... Pourquoi elles veulent que le docteur doute? Pourquoi elles veulent que le docteur redevienne le docteur, alors que justement c'est un empêcheur de tourner en rond en général, ce genre de choses. Donc on a aussi un petit doute sur est-ce qu'elles sont vraiment méchantes, est-ce qu'elles sont vraiment les ennemis du docteur? Clairement oui, mais on voit qu'il y a quand même un gros passif aussi entre eux, donc pourquoi pas une chose intéressante aussi à développer. Et évidemment j'ai beaucoup apprécié cette idée de doute de la réalité de ce qui est vrai, qui égale à un crime.
Ça, avec même cette histoire de délation, tout ça, même Ruby qui a été balancé par sa mère et sa grand-mère, alors que c'est un amour inconditionnel, on le voit depuis le début de cette nouvelle série. On a même Belinda qui trahit le docteur, donc j'ai trouvé très sympa aussi cette thématique du crime de douter en fait. Mais voilà, en gros, elles veulent que le docteur spécifiquement doute, car le doute crée des failles dans cette réalité. Jusque-là, pourquoi pas. Mais sauf que le docteur étant un seigneur du temps, en plus, un seigneur du temps avec un passif et une généalogie, on va dire, très unique, puisque c'est quand même l'enfant intemporel. Pareil, c'est intéressant pour ce que je dirai un peu plus tard. Mais voilà, son doute à lui va créer carrément des failles et va détruire ce monde fictif. Et donc, c'est l'objectif de la Rani, de détruire la Terre, à savoir sous la forme de ce monde fictif, pour atteindre la sous-réalité, en gros le sous-univers, donc une espèce de dimension, comme on a pu déjà apercevoir sous différentes formes à travers de nombreuses saisons et épisodes. Mais en gros, atteindre cet endroit où serait enterré celui qui est perdu, donc possiblement celui dont on entend parler depuis le début de cette histoire de Panthéon, même s'il y avait aussi un lien par rapport à Sutekh et tout ça, qui serait leur grand chef dans la première saison, que je le redis encore une fois, mais j'avais trouvé très moyen comme finale. Mais on a quand même une des intrigues les plus intéressantes, un des fils rouges les plus sympas qu'on a vu depuis plusieurs années dans Doctor Who, même à l'époque de Jodie Whittaker, c'est celui évidemment de ce Panthéon, qui est quand même assez ouf. Déjà on a eu des très bons acteurs pour incarner ces personnages-là quasiment à chaque fois, et à chaque fois ça amène une nouvelle profondeur à l'univers de Doctor Who, donc ça pour moi c'est quand même un très bon point sur les 2 saisons qui viennent de passer, même si ça a été un peu laborieux dans l'écriture et dans l'avancement, et que on verra encore une fois la conclusion, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas bon comparé à la saison précédente. Je pense que dans tous les cas ça peut faire que mieux, mais voilà, donc on arrive sur un aboutissement qui en tout cas je trouve très sympa, que j'ai très hâte d'en savoir plus. Et donc ce grand antagoniste, ce dieu primordial pour le coup, lui vraiment presque par rapport aux autres et tout ça, un peu le big boss au-dessus même encore de Sutekh, et tant mieux encore une fois, c'est Omega. Qui est Omega? Apparemment ce serait le premier seigneur du temps, celui qui a créé les seigneurs du temps, donc vraiment un peu le dieu du temps originel, plus ou moins on pourrait dire, sauf qu'il parle bien quand même de seigneur du temps, donc ce serait vraiment un Gallifréen avant même que Gallifrey devienne Gallifrey. On a d'ailleurs, petit fanservice, au moment où le docteur entend le nom d'Omega, tout ça, et où il se rappelle qui il est, on a une petite rétrospective de tous les docteurs, donc ça c'est cool, ça fait toujours plaisir de les voir. On a même d'ailleurs le docteur fugitif qui est intégré, on a Tennant qui apparaît sous ses 2 formes et tout, donc ça c'est plutôt sympa encore une fois. Et évidemment ça pose la question de qui est vraiment cet Omega. Pourquoi il s'appelle Omega? Est-ce que c'est lui qui a choisi le nom d'Omega? Ce qui est quand même étonnant, parce que s'il est censé être le premier, il aurait pu peut-être s'appeler plutôt l'Alpha, mais non, il s'appelle l'Oméga. Après, il y a évidemment dans notre culture et voilà, dans toutes les cultures de l'univers, dans le monde de Doctor Who, Oméga, ça reste une symbolique de la fin, de la destruction, voilà. D'où l'expression Alpha et Oméga, dernière lettre de l'alphabet grec, pour ceux qui savaient pas trop ou qui l'avaient plus en mémoire. Mais en gros, on a donc ce premier seigneur du temps qui s'appellerait Oméga et qui serait clairement potentiellement un antagoniste de folie. Ça risque d'être très très sympa à ce niveau-là. Mais du coup, ça m'amène aussi quand même à soulever cette petite incohérence, comme je disais, par rapport au fait que s'il est censé être le premier seigneur du temps, quid de l'enfant intemporel? Puisqu'on sait que déjà, celle qui aurait créé les seigneurs du temps, on le sait déjà plus ou moins, c'est Tecteun, donc la mère adoptive du docteur. Pourquoi Oméga? Est-ce que c'est Tecteun qui est devenu Oméga? Peut-être hein, après la destruction du flux et tout ça, voilà. Même si ce serait pour le coup très nul de faire ça, mais voilà. Quel est le rapport entre l'enfant intemporel, Tecteun, Oméga? J'ai très hâte d'en savoir plus. Et surtout, moi, ça me fait penser que justement, est-ce qu'il n'aurait pas choisi ce nom de Oméga parce qu'il y a déjà un alpha et que l'alpha, en fait, serait l'enfant intemporel, à savoir le docteur. Du coup, on aurait un peu cette boucle qui est bouclée entre le premier seigneur du temps artificiel et le premier seigneur du temps naturel, à savoir l'enfant intemporel. Et du coup, ça créerait une boucle. On aurait le créateur, donc l'enfant intemporel d'un côté, le docteur qui est quand même une énergie positive dans l'ensemble, même s'il est craint beaucoup partout dans l'univers. Et on aurait un peu ce premier seigneur du temps pour qui, lui, le pouvoir serait monté à la tête, peut-être même trop puissant par rapport aux autres. Ce serait peut-être pour ça qu'après, ils auraient nerfé les autres seigneurs du temps pour qu'ils aient que 12 régénérations, ce genre de choses, allez savoir. Et du coup, ce serait un peu voilà, le seigneur du temps qui serait prêt à tout détruire, y compris le temps. Et donc, ça créerait
une espèce de boucle avec l'alpha et l'oméga, donc pourquoi pas, j'avoue que j'aime bien l'idée. J'attends de voir ce qui va être dit, j'espère juste qu'il n'y aura pas encore une incohérence, parce que déjà le coup de l'enfant intemporel, c'était un peu difficile à avaler à l'époque. Ça reste encore très flou et il serait temps qu'on avance un petit peu aussi sur cette intrigue. On s'y attendait tous d'ailleurs que ça avance par rapport à Ruby et tout ça dans la première saison, mais aussi il nous avait promis vraiment en interview que cet arc narratif, en gros, donc possiblement la saison 2, répondrait à des interrogations concernant les origines du Docteur et donc l'enfant intemporel. Donc je pense que clairement on y est, on y arrive, plus qu'une semaine à attendre. Et évidemment, très hâte d'en savoir plus à ce niveau-là. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Évidemment, n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des éléments peut-être que j'ai survolés ou que je n'ai pas abordé dans cette review, n'hésitez pas à me dire quel est votre avis. Dites-moi surtout ce que vous pensez de cette histoire donc de Oméga, l'alpha, l'oméga, tout ça, ce que j'ai pu rapidement développer là par rapport aux origines du Docteur et tout ça. Et surtout, quel est pour vous le sens de cette histoire de Poppy? Qui est-elle? Que va-t-elle faire? Quel est son intérêt? Et surtout, que sous-entend le Docteur en disant ça? Ce sera l'occasion de débriefer tout ça dans la prochaine vidéo avec le final de la saison. Donc merci encore une fois à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, un petit like, petit abonnement, un petit partage aussi, ça fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à très vite sur Anakaland. Bye.